Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Irma est devenu mardi un ouragan extrêmement dangereux de catégorie 5. Le cyclone se dirige actuellement vers les Petites Antilles et frappera Haïti jeudi prochain. Le gouvernement haïtien annonce tout un ensemble de dispositions afin de faire face aux éventuels dégâts que pourrait causer le puissant ouragan Irma lors de son passage, notamment sur le grand nord du pays. Haïti doit renégocier ses accords avec ses partenaires financiers institutionnels tels que la Banque interaméricaine si le pays veut signer de nouveaux contrats avec des firmes chinoises. L'annonce en a été faite par le représentant de la BID en Haïti, Koldo Echevarria. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Comme on l'a dit en titre, Irma a encore gagné en intensité. L'ouragan est passé ce mardi 5 septembre en catégorie 5, soit le maximum de l'échelle qui mesure ces phénomènes. Le cyclone, qui affiche déjà des vents de 280 km/h, pourrait se renforcer et frappera les Antilles dès mardi. Porto Rico et la Floride ont été placés en état d'urgence. Le spécialiste de Radio Métropole craint que le nord du pays soit dès jeudi la principale victime de l'ouragan, même s'il reconnaît qu'il est toujours possible qu'Irma s'affaiblisse avant de toucher Haïti. Ce qui veut dire qu'il y a une grosse probabilité pour la région nord du pays à recevoir des vents de tempête. Naturellement, Haïti a une histoire particulière. Comprend côte nord, comprend côte sud, mais particulièrement côte nord. En fonction à cause de structure, un cyclone de topographie pays, les vents vont passer. Si tout est passé proche de la République dominicaine, vent en surface à cause de monio, vent ont tendance à casser. Ou bien de fois ou pas jouer vent de manière continue en surface. Mais ou bien sous forme de rafale. Et là, par exemple, probabilité où on a des vents de tempête, mais ou bien des vents de cyclone, mais en rafale. Et peut-être le département on mettait en rouge. Personnellement, c'est la région nord pays. La région nord. Région nord, ça veut dire le nord-est, le nord, le nord-ouest, partie septentrionale, la Tibonite, et plateau central, dans une moindre mesure. Ensuite, je mettais tout, pour d'autres raisons, le sud-est, le sud et la Grande Est. Là, c'est surtout pour la pluie. Si trajectoire officielle là, c'est que l'on accepte de respecter. Mais là, c'est tout le pays, oui, c'est seul l'Ouest, on va dire. Pratiquement. C'est tout le pays. Je n'ai raison. Parce que le risque la pluie est important dans la zone région méridionale. Mais vent, la pluie, toute la barrière possible sous la région septentrionale, je me dis. Ou quand il y a toute situation, ça dépend de nombreux facteurs. Qui le cyclone là pour dans la journée? Est-ce que c'est au petit matin, comme c'est probablement le cas, ou bien est-ce que c'est après que terre a fini de réchauffer là pour venir dans la nuit, qui est énergie disponible? Ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, on ne peut pas faire une prévision exacte pour dire qu'on est obligé de mettre tout le monde faut être créatif. Parce que par contre, qui coton l'ouvrage a développé, puis un pays problème. Le président de la République a visité cet après-midi le centre d'opération d'urgence nationale à Delma 2 afin de s'enquérir personnellement de l'avancement des préparatifs à l'approche de l'ouragan Irma. Nos reporters étaient sur place. Veuillez suivre quelques extraits des déclarations du président de la République. Nous connaissons un pays pour le frapper par un cyclone qui était catégorie 4, qui passe à catégorie 5. Ça veut dire son cyclone qui vient avec des vents qui dépassent 200 km/h. Son cyclone qui vient avec un pile la pluie. Et il y a 5 départements dans le pays. Nous parlons de département centre, département Tibonite, département nord-ouest, nord-nord-est, qui parlent en pile la pluie. Tout l'autre département, il a touché tout par la pluie qui va tomber. Mais nous passons là, nous avons Koun, ça veut dire c'est centre d'urgence nationale pays. Nous là pour nous dire à la population que premièrement nous avec lui, nous travaillons pour que c'est sous prévention que nous faisons. Là, nous avons des instructions formelles à ministre
intérieur. J'aime fait le matin avec le Premier ministre avant le conseil de gouvernement. Même je voulais assurer ça que tu dis, c'est eux qui fait. Et je trouve moi c'est ça qu'a fait. Gagner un camion qui est disponible, qui peut porter produits hygiéniques, produits alimentaires sous 9 départements pays. Ça veut dire qu'on là pour le recevoir, mais l'autre 9 départements pour le recevoir, mais départements qui ont plus de problèmes, nous connaissons qui peuvent toucher plus, il y a pour recevoir plus de produits pour au moins 72 premières heures, l'État qui a intervenu pour compter. Merci. Le ministre de l'Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin, accompagné du directeur du Bureau de la protection civile, Jerry Chandler, ainsi que celui du Centre national de météorologie, Ronald Semmelfort, ont fait le point ce mardi autour de l'évolution de l'ouragan Irma, quelques heures avant les premiers impacts. M. Saint-Albin a prodigué un ensemble de conseils à la population tout en leur demandant de rester calme et vigilant. De son côté, le directeur de la protection civile, Jeff Chandler, a fait remarquer que des volontaires sont déjà déployés à travers tout le pays afin de venir en aide à la population. Ils auront pour mission d'accompagner les citoyens pendant et après le passage de l'ouragan Irma. À l'approche de l'ouragan Irma, le gouvernement annonce qu'il a déjà pris toutes les dispositions nécessaires afin de faire face au passage de ce puissant ouragan. Mais qu'en est-il au niveau des citoyens? Sont-ils au courant et ont-ils déjà adopté des mesures de prévention? Une équipe de Radio-Télé Métropole s'est rendue dans le quartier de Gérald-Bataille afin de recueillir leurs impressions. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Paul Léel. Chaque année, le passage des plus puissants cyclones sur Haïti est l'occasion d'importantes préparations. Prévention, sensibilisation auprès du grand public, forums sur les réseaux sociaux, tous les moyens sont bons afin d'éviter de possibles drames. À l'approche du cyclone Irma, nous sommes allés à la rencontre des habitants de la capitale pour savoir s'ils étaient bien informés. Gérald-Bataille, 11h du matin, Michel est un chauffeur de moto. Et à notre grande surprise, il n'est pas au courant du passage prochain du cyclone Irma. Moi, je ne peux pas prévoir ça parce que je ne peux pas parler de lui. Si je entends des météos parler de ça, c'est un péché. Parce que je ne peux pas de ça, vous comprenez? Nous nous dirigeons à présent vers un petit marché informel. Ici se mélangent marchandes et clients dans un joyeux brouhaha. Yves, la quarantaine grisonnante, fidèle client, n'a pas entendu parler d'Irma. S'il y a eu une campagne d'information, il n'a pas été atteint. Nous ne connaissons pas parce que c'est pas la fête, c'est volonté bon Dieu. On va acheter provision, mettre là, on va chercher, rester dans le caille qui silte, qu'en forme. Madame, petite. Tout à fait bas vente, parce que nous tout à ensemble. En pleine discussion, nous interrompons Jean-Charles, maître d'école. Lui, à l'inverse des autres, est au courant de l'arrivée prochaine d'un cyclone sur le pays. Il déplore néanmoins l'absence d'un État fort, capable de mener une vaste prévention à l'échelle nationale. À cet effet, le professeur émet quelques suggestions. C'est à mettre les gens avec le mégaphone à travers toute leur rue. Non seulement il y a utilisé radio et télévision, presque pas l'écrit, mais tout faut informer autour pour qu'on ait qui position lorsque c'est qu'on arrive, qui position que pour prendre pour et pas normalement pour pas arriver victime avec tout entourage. Mais l'État ici c'est pas ça au fait. Enfin, nous nous rendons dans une zone à risque, tout près de Gérald-Bataille, Cara 2. Assis devant des récipients, Madame Blanc surveille du coin de l'œil des pâtés en train de cuire. Juste derrière son stand se trouve une ravine asséchée. Est-elle au courant de l'arrivée d'Irma? Et si oui, que compte-t-elle faire? Je dis ça, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a des gens qui t'ont dit ça matin. Bon, je vais arrêter comme les cyclones, je vais arrêter pour le rivage là. Si je sorti à toute petite, toute marine, je vais quitter. Bilan plus que mitigé, en sachant que le cyclone a de fortes chances d'atteindre les côtes haïtiennes jeudi prochain. 50% de personnes interrogées nous ont affirmé qu'elles n'étaient pas au courant de l'arrivée d'Irma et ont exprimé une certaine inquiétude en l'apprenant. Il apparaît donc que les médias, ainsi que les réseaux sociaux, tout comme les opérateurs de téléphonie mobile, doivent se mobiliser davantage au niveau de la communication pour toucher le maximum de personnes. Les citoyens habitant des zones à risque comme Martissan ou Carrefour se disent prêts à se déplacer avant l'arrivée de l'ouragan Irma si les autorités le leur demandent. Une équipe de Radio et Télé Métropole s'est rendue dans certains quartiers de la capitale où elle a pu interroger certains résidents qui ont exprimé leurs inquiétudes face à l'arrivée de cet ouragan. Ils demandent aux autorités concernées de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de protéger la population.
Toutes les dispositions sont déjà prises dans le but d'accompagner la population de Delma pendant le passage de l'ouragan Irma. C'est ce qu'a fait savoir le maire de cette commune, Wilson Jeudi, lors d'une visite d'inspection ce mardi sur les différents chantiers en cours d'exécution dans sa commune. L'édile a indiqué que plusieurs abris provisoires sont déjà disponibles afin d'accueillir d'éventuels sinistrés. Tout nouveau prêt commercial accordé à Haïti par des firmes chinoises entraînerait une renégociation des accords entre le pays et ses partenaires financiers institutionnels tels que la Banque interaméricaine de développement. C'est ce qu'a fait savoir son représentant en Haïti, Koldo Echevarria. Il a estimé que la Chine et les firmes de ce pays pouvaient utiliser d'autres méthodes pour investir en Haïti. Il faut faire attention avec la possibilité de prendre des prêts qui ne soient pas concessionnels. Et Haïti a fait un accord avec les bailleurs pour ne pas prendre des prêts non concessionnels. Les prêts non concessionnels veut dire des prêts qui ne sont pas, je dirais, sous les conditions du marché. Et par exemple, les prêts Petro-Caribe sont des prêts concessionnels parce qu'il y a dans les prêts une donne. Et ce sont des prêts qu'il faut bien sûr payer, mais les conditions financières sont spéciales. Mais si on prend des prêts dans les conditions commerciales, ce n'est pas dans les accords qu'Haïti a fait avec la communauté internationale après le tremblement de terre. Donc ce serait une infraction, vous voulez dire Oui. Une violation des engagements, c'est ça. Vous voulez dire? Et si ça peut arranger le pays, si ça peut aider le pays, ou encore si ça peut le mettre sur les rails du développement? Je pense qu'il y a des formules qu'on peut utiliser. Je pense que si les prêts se font pas à l'État haïtien, mais à des entreprises ou à des concessionnaires, ça c'est acceptable. Si on fait un prêt pour un investissement commercial qui peut se payer lui-même en termes commerciaux, ça c'est pas dans les accords. Les accords, c'est que l'État haïtien ne prend pas de prêts non concessionnels. Mais une entreprise privée, une société mixte même, de laquelle l'État fait partie, peut prendre un prêt non concessionnel et exploiter l'aéroport ou un port ou d'autres types d'infrastructures. Ça c'est possible. Le cyclone Irma est passé de catégorie 2-3 hier à catégorie 5 aujourd'hui, c'est-à-dire la catégorie la plus forte, la plus violente sur l'échelle qui mesure ces phénomènes. Irma, qui est actuellement dans les Petites Antilles et qui sera probablement en Haïti au cours de la journée de jeudi et jusqu'à vendredi. Pour apporter certaines précisions sur cette situation, nous avons avec nous ce soir le docteur Guito Jean-Pierre, qui est président de la Croix-Rouge haïtienne, et Madame Inès Bril, qui est la représentante de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour Haïti, la République dominicaine et Cuba. Bonsoir docteur, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir. Que doit faire la Croix-Rouge pour qu'un phénomène naturel ne devienne pas une catastrophe naturelle? Docteur. La Croix-Rouge doit d'abord bien comprendre sa mission et elle l'a bien comprise. Et ça a été défini. Nous avons un statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et nous avons pour obligation de sensibiliser la population. C'est une fonction essentielle, c'est une fonction capitale de la Croix-Rouge, qu'il s'agisse de phénomènes naturels, les cas de cyclone que nous vivons actuellement, tremblement de terre, ou encore qu'il s'agisse de phénomènes anthropiques créés par l'homme, des cas de guerre,
nous intervenons aussi. C'est pourquoi vous avez différentes facettes, différentes composantes du mouvement Croix-Rouge qui sont essentiellement importantes dans la réponse, les cas de catastrophes naturelles. Et c'est notre mandat à côté de la fédération pour sensibiliser les populations et apporter la réponse, et les réponses qui sont demandées par les gouvernements. Et dans les cas de conflit, nous intervenons avec une autre composante du mouvement qui est le Comité international de la Croix-Rouge. Donc ce sont les fonctions essentielles, c'est la réponse, comme vous l'avez dit, en cas de catastrophe, mais c'est également le volet de sensibilisation, l'état de préparation, s'assurer que les communautés, les populations ont accès aux éléments essentiels d'information, s'assurer que, bien avant, vous êtes un facteur capable de susciter ce changement de comportement qui protégera cette personne. Bon, j'imagine, comme vous parlez de sensibilisation, j'imagine que vous travaillez en étroite collaboration avec la protection civile, dont c'est aussi le mandat principal. Absolument, et nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics. La protection civile dans les cas de catastrophe, c'est une fonction essentielle. Et nous faisons partie du système national de gestion des risques et des désastres. Et nous sommes présents à tous les niveaux. Au niveau national, la Croix-Rouge, représentée par son président, fait partie quand le comité d'urgence est convoqué. Au niveau du système national de gestion, nous avons notre direction exécutive et les directions techniques de la Croix-Rouge qui sont à côté des autres directions techniques des ministères. Au niveau départemental, nous avons les présidents des régions. Les régions, pour nous, c'est les équivalents des départements géographiques, qui sont aussi présents dans les réunions des COUD. Les COUD, c'est les comités d'urgence départementaux. Et au niveau des communes, nous avons les comités Croix-Rouge, les comités locaux qui sont présents. Dès que la mairie déclenche une action de réponse, nous sommes présents à tous les niveaux. Madame Inès Bril, est-ce que votre présence parmi nous en Haïti est liée à l'arrivée de Irma, ou bien est-ce que c'est une visite qui était prévue de longue date? Bon, d'abord, merci pour l'invitation. Deuxièmement, la fédération est en Haïti depuis plus de 2 décennies. Donc, on est là. Je suis basée à Haïti. C'est pas par hasard qu'on est là. On est là depuis très longtemps. On a aidé, disons, à l'aide humanitaire et dans le développement après les tremblements de terre. On a fait pareillement la préparation et la réponse dans le cas de l'ouragan Mathieu. Et maintenant, toute cette semaine, depuis qu'on a connu l'existence d'Irma, on est là dans la préparation et la planification pour la réponse. Donc, pour Irma, évidemment, on a fait pas mal de choses déjà. On a analysé les différents scénarios. Comme vous connaissez bien, les ouragans sont imprévisibles. Ils peuvent faire n'importe quel détour à n'importe quel moment. Donc, on a analysé les scénarios, on a travaillé dans différentes possibilités. On a analysé l'impact qu'il y aura, pas seulement en Haïti, mais en République dominicaine et à Cuba. Et aussi, on a fait déjà pas mal d'activités de préparation. Ça veut dire qu'on s'est déjà réunis à l'intérieur du mouvement Croix-Rouge. On a déjà analysé qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on devrait avoir, qu'est-ce qui reste à trouver et quelles sont les lacunes. Et aussi, on a déjà divisé le territoire de comment on va déployer nos équipes sur place, surtout au nord, parce qu'on sait que la priorité en ce moment, c'est le nord. Donc, on a déjà des équipes qui vont être déployées demain. On a déjà des propositionnements de certains stocks. Et on a justement la flexibilité aussi de l'analyse permanente parce qu'on ne sait pas si ça va frapper aussi d'autres départements du pays. Eh bien, docteur Jean-Pierre, quels sont les conseils que vous pourriez donner à la population, en particulier celle du Nord, évidemment, qui a toutes les chances d'être la plus durement frappée, si on suit la trajectoire actuelle. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à la population? Les conseils que je donnerai à la population tout entière, parce que, et en particulier à la population du Nord, c'est d'abord de suivre les conseils qui sont donnés par les autorités nationales. Voilà. Personnellement, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les bulletins émis par la protection civile. Ce sont des bulletins qui sortent en créole et en français, donc et des bulletins très bien élaborés qui pratiquement mettent l'accent sur les différents... Un exemple très simple, ils vous disent que si les rivières sont en crue,
il ne faut pas traverser la rivière en coule. Voilà. Donc ce sont de petits messages, mais qui ont toute leur importance. Hein. Donc c'est de suivre, de rester à l'écoute des informations. Comme l'a dit Mme Bril tantôt, c'est un phénomène, on fait des calculs, mais c'est un phénomène imprévisible. Ça peut s'affaiblir, tout comme ça peut rester aussi méchant que ça paraît maintenant. Donc il faut constamment être à l'écoute des informations, se renseigner. Aussi, savoir, un conseil très important qui a été donné, c'est de bien savoir la liste des abris au cas où quelqu'un aurait à s'évacuer, on ne sait jamais. Et donc il faut savoir la liste des abris que l'État a mis à disposition. D'ailleurs, le mouvement Croix-Rouge a également contribué à faire réparer beaucoup de ces abris, surtout dans le nord, à éviter, on ne sait jamais s'il y a des coups d'orage, à éviter de rester près des arbres. Tous ces points, tous ces conseils sont énumérés et sont repris dans les bulletins constants de la protection civile. C'est ça. Mais écoutez, la bonne nouvelle quand même, c'est que nous avons affaire là, dans le cadre de la Croix-Rouge, à une collaboration internationale dont vous venez de nous dire que plusieurs de ces Croix-Rouges qui sont sur place, en permanence en Haïti, ont déjà proposé leur offre. Alors, il ne nous reste plus qu'à souhaiter que dans l'imprévisibilité de ces phénomènes, nous allions vers un ralentissement de la violence plutôt que vers un renforcement. Hélas, on parle plutôt de renforcement. On dit que Irma va encore devenir plus méchante. Bien, écoutez, docteur, madame, merci infiniment d'être passé nous voir ce soir et de nous apporter des précisions. Encore une fois, tout le monde connaît la Croix-Rouge, mais tout le monde ne sait pas tout ce que la Croix-Rouge fait dans les cas de catastrophe. Merci infiniment de votre visite. Et pour tout contact avec nos structures Croix-Rouge, vous pouvez appeler le 118 ou passer le message pour nous. Donc, nous serons toujours à l'appel pour répondre à n'importe quelle urgence qui se pose. Je répète, pour un appel direct à la Croix-Rouge, vous faites le 118. Très facile. Merci. Merci, bonne fin de soirée et à bientôt. Et à vous de même. Merci. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.